Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Les résultats officiels confirment la victoire à la majorité absolue des islamistes du Hamas aux élections palestiniennes. C'est presque un raz-de-marée, 76 sièges sur 132. Partout leurs sympathisants sont descendus dans la rue. C'est un bouleversement pour toute la région. Les capitales occidentales comme Israël répètent qu'elles ne négocieront pas avec le nouveau pouvoir tant qu'il défendra le terrorisme et la violence. En France, la neige tombe en abondance de la Côte d'Azur à la vallée du Rhône. On attend jusqu'à 30 cm de poudreuse à 300 mètres. L'alerte est prolongée dans 12 départements jusqu'à samedi matin. Un nouvel incident à l'école à Montreuil, près de Paris. Un élève de 6e a saisi à la gorge une professeure enceinte qui le sermonnait. Les enseignants choqués ont cessé les cours. Dominique de Villepin annonce qu'il donnera des mesures dans les jours qui viennent. L'enquête s'accélère après le naufrage du chalutier Klein Family. La juge maltaise chargée du dossier a auditionné l'équipage du cargo qui l'avait percuté. On verra que chaque année, une vingtaine de marins perdent la vie dans ces collisions. La mission parlementaire sur la famille rend ses propositions pour faire face à la montée des divorces et des foyers recomposés. Elle préconise notamment de donner aux belles-mères et aux beaux-pères une partie de l'autorité sur l'enfant. Enfin du tennis, Amélie Mauresmo retrouve les sommets. Elle disputera la finale des internationaux d'Australie après sa victoire sur abandon face à Kim Clijsters. La Française sera opposée à une autre Belge, Justine Henin-Ardenne. Le drapeau vert flotte ce soir sur les territoires palestiniens. Vert, c'est la couleur des islamistes du Hamas. Tout le monde s'attendait à leur percée aux élections, mais personne n'avait prévu l'ampleur de leur triomphe. C'est une page qui se tourne au Proche-Orient. Envoyés spéciaux à Ramallah, Dorothée Oliéric, Offset Nalbandian. C'est une entrée symbolique, celle d'un militant du Hamas au Parlement palestinien. Un Parlement désormais aux couleurs du parti islamiste. Le Hamas a gagné, il prendra bientôt officiellement possession des lieux. Les sympathisants du Hamas sont euphoriques, un peu trop d'ailleurs. Après les jets de pierre, les coups de feu partent. Sans doute la police palestinienne qui tente de remettre un peu d'ordre, c'est le premier incident sérieux. Dans l'après-midi, l'ambiance était pourtant bon enfant dans le centre-ville. Slogan à la gloire du Hamas, danse. La rue aux vainqueurs, les supporters du Hamas réalisaient. Ce n'est pas seulement une victoire du Hamas, c'est aussi une victoire de la rue, de ceux qui ne sont pas du Hamas mais qui pensent que le Hamas pourra faire les changements nécessaires, se débarrasser de la corruption. Le Fatah n'a plus de crédibilité. Les Palestiniennes aussi ont célébré la victoire à leur façon et de leur côté. Quant aux militants du Fatah, ils assistaient au spectacle totalement effondrés, paralysés par le choc d'une défaite qu'ils n'attendaient pas. C'est terrible ce qui arrive. Le Fatah est bien mieux pour notre pays et pour la situation dans laquelle nous sommes. Le Hamas, lui, ne travaille pas. Il ne sait faire que la lutte armée. Sentant le séisme politique, le Premier ministre palestinien n'a pas attendu les résultats officiels pour donner sa démission. C'est une décision personnelle. J'ai présenté ma démission au président pour lui permettre de choisir un nouveau Premier ministre. À la présidence palestinienne, l'atmosphère est lourde. Les policiers forment les rangs, l'avenir est incertain. Mais le Fatah a au moins fait savoir qu'il ne participerait pas à un gouvernement de coalition. Oui, pour prendre la mesure du bouleversement en cours, il faut s'arrêter un instant sur ce qu'est réellement le Hamas. Une organisation récente mais très structurée qui prône officiellement aujourd'hui encore la lutte armée et la destruction d'Israël. Samassoula Talal Abourarmi. Le visage du Hamas est d'abord celui de ces kamikazes, ces bombes humaines élevées au rang de martyrs pour avoir commis des attentats suicides en Israël. Une centaine d'opérations sanglantes perpétrées par les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Hamas. Le Hamas, le mouvement de la résistance islamique bâti sur les pierres de la première intifada en 87 par le cheikh Yassine, l'idéologue en chaise roulante qu'Israël élimine en 2004. C'est inscrit dans sa charte, le Hamas prône la destruction de l'État d'Israël et ne reconnaît pas son existence. Cet objectif de détruire Israël a disparu de son programme électoral, mais lorsque l'on pose directement la question à un des dirigeants du Hamas, il esquive. Je veux juste savoir, est-ce que vous prônez toujours la destruction de l'État d'Israël ?
Vous parlez de destruction d'Israël. Mais nous parlons de mettre fin à une occupation israélienne de notre terre. Le score du Hamas surprend aujourd'hui, mais depuis des années, sa popularité se mesure à l'aune des foules immenses qui assistent aux obsèques des terroristes martyrs. Une popularité bâtie sur un solide réseau d'aide sociale, prise en charge des orphelins, financement de mariages de nécessiteux et surtout un endoctrinement qui commence dès le plus jeune âge. Au Hamas, les femmes, mères de martyrs, ont aussi leur place. C'est par elles que passe l'islamisation à outrance. Depuis sa victoire aux élections municipales de l'an dernier, le Hamas observe une trêve dans les attentats et s'efforce de faire oublier ses armes, sans jamais toutefois parler de les déposer. Les réactions maintenant, il faut bien comprendre que pendant 30 ans, Israël et les capitales occidentales n'ont eu qu'un seul interlocuteur, Yasser Arafat et le Fatah. Aujourd'hui, Yasser Arafat est mort, son parti ne s'en est pas remis. Une question se pose donc ce soir. Peut-on négocier avec une organisation qui soutient et pratique le terrorisme et qui est répertoriée comme telle par les Américains et l'Union européenne? En tout cas, le choc est rude. Réaction rassemblée par Bernard Lebrun et Alon Greco. Le choc et la surprise. En ouverture des journaux télévisés israéliens, un seul titre, bouleversement, le Hamas a gagné. En clair, dit le présentateur, nous devrons parler demain avec nos assassins d'hier. Dans les rues de Jérusalem, les réactions sont évidemment majoritairement hostiles au Hamas. On va donner à ces assassins la direction du pays. Ça a le mérite d'être clair. Demain, on sait à qui s'adresser, qui accuser et sur qui cogner. Maintenant, on va négocier avec le Hamas et il y aura peut-être la paix avec eux. De son côté, le gouvernement israélien d'Ehud Olmert s'est contenté d'affirmer qu'il ne négociera pas avec un pouvoir qui ne condamne pas le terrorisme. En France, le Premier ministre a réagi dès ce matin à l'annonce de la victoire du Hamas. C'est que nous sommes devant une situation qui m'amène à marquer mon inquiétude. Au siège de l'Union européenne, grand financier de l'aide aux Palestiniens, mais où le Hamas est classé dans les organisations terroristes, cette commissaire autrichienne a dit accepter de travailler avec le nouveau gouvernement à condition que seule la paix soit son objectif. Très attendu, la réaction à Washington de George Bush est dans la même tonalité. Il s'adresse directement au Hamas. Si votre programme, c'est la destruction d'Israël, alors vous n'êtes pas un partenaire pour la paix. Paradoxe, les États-Unis, en faisant la guerre en Irak, prônaient l'évolution de la démocratie au Moyen-Orient. Oui, mais les élections ne semblent profiter qu'aux fondamentalistes, comme le Hamas en Palestine, organisation terroriste, élue démocratiquement, mais classée infréquentable par Washington. Charles Anderlin est en direct avec nous de Jérusalem. Bonsoir Charles, vous êtes l'un des spécialistes reconnus du Proche-Orient depuis une vingtaine d'années. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez rencontré ces dirigeants du Hamas qui demain vont être aux commandes et quel est votre sentiment? Oui, ce sont des gens très faciles d'accès, du moins lorsqu'ils ne sont pas recherchés par l'armée israélienne. Ce sont des champions de la communication. Ismail Haniyeh, le numéro 1 de la liste du Hamas, de la liste nationale, a même aujourd'hui donné des interviews aux télévisions israéliennes. Et vous pouvez très bien recevoir un appel de Mahmoud Azahar, le patron du Hamas, à Gaza, pour vous souhaiter la bonne année. Lorsque vous visitez Mahmoud Azahar, le docteur Azahar, chez lui, il prend bien soin de vous expliquer qu'il n'est pas un taliban, que c'est une religion moderne, que sa fille est architecte, qu'elle a fait les plans de sa clinique. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le Hamas, c'est avant tout un mouvement théologique, une religion, une vision de la religion. Le Hamas sera-t-il capable de changer de charte? Cela paraît difficile, cela voudrait dire, ce serait un tremblement de terre pour les islamistes de la région, pour qui ce conflit israélo-palestinien a maintenant une valeur religieuse. Merci Charles. Un tout dernier mot pour indiquer que le Hamas pourrait gouverner seul. En tout cas, le Fatah, qui était au pouvoir jusqu'à présent, vient de faire savoir qu'il décidait de ne participer à aucun gouvernement avec le Hamas après des premières discussions. En France, après le froid, voici la neige. Une fois n'est pas coutume, c'est dans le sud du pays qu'elle tombe en abondance depuis le milieu de l'après-midi. Il vous est recommandé, si vous habitez la région, de limiter vos déplacements ou de vous équiper. La circulation est déjà perturbée. Frédéric Crotta. À Besançon, le froid et la neige n'ont rien d'exceptionnel. Néanmoins, les dernières précipitations ont surpris les pouvoirs publics. Les automobilistes, victimes d'embouteillages monstres, sont furieux.
La ville, il faut rien. La ville, il faut rien du tout, c'est pas normal ça. C'est pas normal du tout. Apparemment, les services de la ville ne doivent pas trop saler avant l'événement, comme on dit. Alors donc, on voit bien, on voit pas de saleuse. Et je suis levé depuis 6 heures, j'ai rien vu du tout. Donc là, je vais au boulot à pied, j'en mets un jour, voilà, tranquille, 9 km, ça fait du bien. Seul petit avantage de ces conditions météo, se garer devient un jeu d'enfant. Plus inhabituel, ces flocons tombés dans ce village des Alpes-Maritimes avec une couche qui pourrait atteindre 30 cm. Météo France demande aux habitants d'être particulièrement vigilants. Les conditions de circulation peuvent devenir très difficiles et le réseau d'électricité pourrait connaître de sérieux dégâts. Humains et animaux seront sous la neige au moins jusqu'à samedi. Une douzaine de départements du sud-est, comme les Alpes de Haute-Provence, le Var, le Vaucluse, l'Ardèche et les Bouches-du-Rhône, ont été placés en alerte orange. La ville de Nice, elle, a déjà tout prévu. Techniciens et hommes de terrain sont déjà sur le pont. Un mot de la situation ailleurs en Europe, le froid polaire est toujours là. Image ici de la Roumanie où il a fait moins 34 dans le centre du pays. On a compté 45 morts en 6 jours et la mer Noire, vous le voyez, a pris des couleurs blanches. L'eau salée a gelé en surface, c'est un phénomène rarissime. Un lac environnant a également été pris dans les glaces en une seule nuit. Précisons tout de même que partout en Europe de l'Est, un répit est attendu en cette fin de semaine. L'enquête progresse après le naufrage du chalutier Klein Family, heurté par un cargo maltais. La justice de Malte a dépêché une juge en France pour auditionner l'équipage de ce cargo et auditionner également le survivant du Klein Family ici à Cherbourg. Une enquête suivie très attentivement par tous les marins du littoral qui attirent régulièrement l'attention sur les risques encourus par leurs bateaux car les zones de pêche sont traversées par les routes maritimes des grands cargos. Ils ne pèsent pas plus que des coques de noix face à ces mastodontes. Chaque année, une vingtaine de pêcheurs perdent la vie dans ces collisions. Enquête Jérôme Soulard, Mathieu Birden. Cap à l'ouest. La nuit est sombre et froide. En hiver, la Manche, ce n'est vraiment pas une sinécure pour les pêcheurs du détroit. Déjà 9 petits points verts sur le radar, tous les navires qui nous entourent. Quasi invisibles à l'œil nu et inaudibles. À moins de 100 mètres, un pétrolier nous coupe la route. Le capitaine est concentré. Chaque jour, 600 navires transitent sur cette petite mer entre la France et l'Angleterre, précisément la zone où se trouve le poisson. Le grand danger, c'est la collision. C'est comme si on traversait une autoroute à pied. Il y a 6 cargos devant nous, il y en a 3 de passés. Donc il y en a encore 3 qui arrivent dans le sud de nous, il va falloir faire attention quoi. Au lever du jour, avec une bonne visibilité, tout s'éclaire sur le rail. Devant, un porte-conteneur, 200 mètres de long, 30 de large. À bâbord, cette fois, 250 000 tonnes en mouvement. Tout l'équipage est sur le pont, c'est l'heure de relever les filets. Prudence sur ces petits bateaux de pêche de 18 mètres de long, car en face, il y a ces monstres d'acier, environ 15 fois plus gros. Quand il y a du brouillard et qu'on entend les cornes de brume, qu'on entend tout ça mais qu'on voit rien, ouais, c'est un peu plus affolant quand même quoi. Et quand l'équipage est en pêche, les filets à la traîne, le navire n'est plus manœuvrant. Pour sauver sa vie et celle du bateau, une seule solution. Si on voit que ça va pas, bah, on coupe le filet puis on se sauve quoi. On aimerait bien être en dehors du rail, bien souvent, mais on peut pas. On est quasiment où le poisson se trouve. Comme le poisson se déplace, et ben on suit le poisson nous. 10 heures de pêche au milieu de la Manche. Théo et François sont épuisés. Les 2 jeunes matelots vont faire un petit somme dans la couchette, à l'avant du bateau. Les anciens préfèrent les cartes. Avec pudeur, on discute des derniers accidents. Tous ces pêcheurs, des collègues engloutis en quelques secondes dans les eaux froides de l'Atlantique. Fortune de mer. Ah, on pense toujours que ça ne nous arrivera jamais à nous, quoi, c'est tout. Hein, enfin, on y pense. Souvent même. Force 7 et mer agitée. Demain, la météo sera mauvaise. Au milieu des cargos, il faudra pourtant remonter les filets. En 2005, en France, 19 pêcheurs n'ont jamais revu les lumières de la ville, disparus en mer après accident. Et puis en ce qui concerne une autre collision, celle qui avait provoqué la mort des marins du Bugalet-de-Braise, eh bien on vient d'apprendre que la Grande-Bretagne allait déclassifier les documents militaires sur les manœuvres en cours dans la zone. C'est ce que demandaient les familles des marins qui soupçonnent un sous-marin britannique d'être à l'origine du choc et du naufrage.
La série continue dans les écoles. Cette fois, c'est à Montreuil, près de Paris, qu'une professeure enceinte a été agressée. Ce qui retient l'attention aussi, c'est que l'élève qui est en cause est très jeune. Il est en classe de 6e. Les collègues de l'enseignante ont décidé d'arrêter les cours. Benoît Bringer, Djebrine Belaïli. Les parents d'élèves peuvent commencer à rentrer, s'il vous plaît. Exceptionnellement, ce ne sont pas les élèves, mais les parents que les professeurs ont reçus ce matin. Ils ont tenu à leur expliquer précisément pourquoi ils ont refusé de faire cours aujourd'hui. À la sortie de la réunion, l'un des professeurs prend la parole. Une enseignante a été agressée dans les couloirs par un élève perturbateur qu'elle rappelait à l'ordre. L'élève l'a saisi à la gorge et a serré jusqu'à ce qu'une autre enseignante intervienne. Des collégiens protestent. Selon eux, si l'élève a attrapé l'enseignante par le cou, il n'est pas allé plus loin. Mais pour les parents d'élèves, ce geste reste inacceptable. Elle est là pour leur avenir à eux et malheureusement, ils ne s'en rendent même pas compte. Son boulot, c'est leur avenir. Et il l'agresse, c'est que il y a un gros problème. Ce collège, situé dans un quartier sensible de Montreuil, est classé parmi les 200 établissements les plus difficiles de France. Les adolescents ne sont pas surpris par cette agression. Il y a beaucoup de violence dans ce collège en fait. Beaucoup de violence? Ouais, il y a c'est violence physique et verbale aussi. Le collégien qui a agressé l'enseignante est un élève de 6e. Il a été immédiatement exclu. En l'absence de réponse de l'Éducation nationale, les professeurs ne reprendront pas leurs cours demain. Et sur ce dossier de la violence scolaire, Dominique de Villepin indique qu'il annoncera des mesures dans quelques jours. Le ministre de l'Intérieur et président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, lui, a déjà proposé les siennes à l'occasion de ce déplacement à Montbéliard. Il souhaite que le règlement intérieur de chaque établissement soit adopté de façon solennelle par tous les intervenants, y compris les élèves et leurs parents. Il propose aussi que ce règlement prévoie une échelle de sanctions très précise et qu'un policier ou un gendarme puisse être à temps partiel dans les collèges ou les lycées si la communauté éducative le souhaite. La mission parlementaire sur la famille a rendu ses propositions. C'est une banalité de le dire, mais beaucoup de choses ont changé ces dernières années dans la famille, avec notamment le développement du divorce et des foyers recomposés. Pour faire face, les députés proposent notamment de donner une partie de l'autorité parentale aux belles-mères et aux beaux-pères et de consulter l'enfant dès 7 ou 8 ans sur ses préférences en matière de mode de garde. Anne Guéry, Jean-Marc Nouknouk. Petite maman, c'est aujourd'hui ta fête. La famille d'après-guerre, c'était maman, papa et les enfants. Et un joli stylo. Oh, Minet, regarde. Oh, mes chéris. La famille aujourd'hui, c'est une mère, un beau-père, un père, une belle-mère, un beau-fils, des belles-filles, des demi-frères, des demi-sœurs. Difficile de savoir qui fait quoi, qui est responsable de qui dans les 8% de familles recomposées. Tenez, Sophie, elle pourrait être une belle-mère comblée. Son beau-fils de 13 ans est gentil, la mère du garçon lui fait confiance, sauf qu'au regard de la loi, elle n'a aucun droit. Exemple, à l'école. Je n'ai pas plus le droit de l'inscrire à l'école que de signer son carnet, que de lui donner quoi que ce soit comme autorisation. Je ne suis pas reconnue par le collège vis-à-vis de lui. Pour légitimer le beau-parent, la mission propose ainsi que 2 parents biologiques puissent accorder une délégation de responsabilité parentale à un tiers, autrement dit à des beaux-parents ou à des grands-parents, pour les actes usuels de la vie de l'enfant. L'accord serait homologué chez le notaire ou le juge et révocable à tout moment. Le délégué tiendra sa responsabilité des parents et de ce fait, il sera beaucoup mieux accepté et par le parent qui n'a pas la garde et par l'enfant qui verra bien que c'est une responsabilité qu'on lui a confiée, que le parent lui a confiée et qu'il ne peut pas y échapper. Et oui, les temps changent. Le mariage, ce n'est plus forcément pour le pire et certainement plus pour la vie. En 1970, 12 divorces pour 100 mariages. En 2005, on en recense 40%. La garde alternée se démocratise et le rapport en prend acte. Il propose de la maintenir même pour les enfants en bas âge, avec un bémol. L'enfant pourra saisir le juge s'il veut changer de rythme de vie, et ce, dès l'âge de 7-8 ans. Ces propositions, si elles sont votées, concerneront 3 millions d'enfants qui ne vivent plus aujourd'hui avec leurs 2 parents, des enfants de familles monoparentales ou recomposées. Oui, et les parlementaires, en revanche, ne souhaitent pas légaliser le mariage homosexuel ni l'adoption. Du coup, les élus de gauche qui participaient à ces travaux n'ont pas voté ces propositions.
Justice avec un nouveau procès de la pédophilie, celui de Denis Besson. Il est accusé d'avoir enlevé, séquestré et violé la petite Fanny, une fillette de 9 ans. C'était il y a 2 ans. Elle avait été retrouvée vivante, ligotée sous un tas de bois. L'examen de personnalité de son agresseur montrerait qu'il aurait lui-même été victime de violences sexuelles lorsqu'il était enfant. Et à ce propos, une campagne vient de commencer en Allemagne. Une campagne qui brise un tabou et qui peut mettre mal à l'aise. C'est une première. Elle s'adresse aux pédophiles eux-mêmes en les encourageant à se signaler. Il s'agit de les identifier, de les écouter pour tenter de les rendre inoffensifs. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Jérôme Bonny, Marine Vincent. Il est pédophile, condamné à l'anonymat sous le pseudonyme de Zacharias. Depuis son enfance, il est attiré par les jeunes garçons, une perversion d'autant plus obsessionnelle qu'elle est inavouable. Je me sens comme dans une prison, parce que j'ai le besoin profond d'en parler. Mon penchant fait partie de mon identité, mais je suis réduit au silence. Le danger est trop grand de se faire du mal à soi-même et d'être traqué par les autres. Pour rompre cet enfermement qui peut favoriser le passage à l'acte, un hôpital de Berlin a lancé une campagne sans précédent qui s'adresse aux pédophiles par voie d'affiche, mais aussi par un spot télévisé diffusé sur les grandes chaînes allemandes, avec cette question: aimez-vous les enfants au-delà de ce que l'amour représente pour vous? Lieben Sie Kinder mehr als Ihnen lieb ist? Je connais parfaitement ce genre de situation où un garçon est assis près de moi. Nos regards se croisent brièvement et je ressens cette mélancolie qui s'exprime dans les yeux de cet homme. Par cette identification, les initiateurs de la campagne espèrent donner aux délinquants sexuels en puissance le courage de passer la porte de ce service de sexologie pour rencontrer des thérapeutes comme ils n'en trouveront pas ailleurs, prêts à les écouter sans les juger. Ils ne sont pas coupables de ce qu'ils ressentent, mais ils sont responsables de ce qu'ils font. Cela, ils peuvent l'apprendre ici, et ce programme est destiné à éviter le passage des fantasmes à l'acte. Le service a déjà enregistré 180 volontaires pour le programme qui commence ce mois de janvier. Les médecins savent qu'ils ne pourront pas guérir les pédophiles, mais simplement les aider à se contrôler par psychothérapie et par médicaments. Zacharias, lui, a décidé de se faire castrer, opération qui lui a valu la clémence du juge dans une affaire d'exhibitionnisme en 2003. Les psychothérapeutes auxquels il s'était adressé auparavant l'avaient, à son grand regret, éconduit. Il y a chaque année en Allemagne environ 20 000 délits sexuels déclarés contre des enfants, sans compter tous ceux qui ne font pas l'objet de plaintes. Le programme de prévention de Berlin a pour unique objectif de réduire le nombre des victimes. En bref, à l'étranger, l'adieu du Kosovo à son président Ibrahim Rugova. C'est tout un peuple, 50 000 personnes, qui a rendu hommage à celui qui symbolisait la volonté d'indépendance de cette province de l'ex-Yougoslavie qui est placée, rappelons-le, sous administration internationale depuis la guerre de 1999. Le sort d'Ingrid Betancourt, dans quelques jours, il y aura 4 ans tout juste qu'elle a été enlevée. Le chef de la diplomatie française, Philippe Douste-Blazy, a effectué une visite éclair aujourd'hui en Colombie pour tenter de faire avancer le dossier. Envoyés spéciaux Martine Laroche-Joubert, Mathias Segaud. Sur le visage de Yolanda, la mère d'Ingrid Betancourt, toute la douleur et l'espoir fragile que suscite la visite à Bogota de Philippe Douste-Blazy. Je suis content de vous voir, vraiment. Venez. Je comprends que la France a des valeurs très importantes pour lutter pour la libération et pour la vie des personnes qui sont en danger. D'autres familles d'otages sont au rendez-vous. Certaines attendent depuis des années la libération de leurs proches détenus par les FARC. Cette guérilla à l'origine marxiste, aujourd'hui financée par le trafic de drogue, détient des milliers d'otages. Mon fils a été kidnappé en octobre 1998. Ça fait 2668 jours. On a eu une petite lettre et une vidéo il y a 3 ans. Et depuis, plus rien. Quelqu'un comme ce ministre qui vient s'occuper de nos affaires si personnelles, ça nous touche vraiment beaucoup.
Mais quels moyens de pression possède la France pour provoquer un échange humanitaire entre les otages et les guérilleros en prison? Ici, on veut y croire. Il faut à tout prix que le dialogue puisse exister. C'est tout le projet de la France qui, associé à l'Espagne et à la Suisse, propose un lieu de rencontre entre les autorités colombiennes et les FARC. Le président Uribe a tout intérêt à tenter de pacifier le pays avant l'élection présidentielle en mai prochain. Mais pour quel motif? En échange de quoi les FARC accepteraient de libérer les otages dont Ingrid Betancourt? C'est bien la question. Retour en France avec la santé et cette étude du mensuel 60 millions de consommateurs sur l'alcoolisme sous le titre « Comment les fabricants font boire les jeunes ». Il s'agit d'une étude sur ce qu'on appelle les prémix, mélange d'alcool et de soda très sucrés. On les boit donc facilement sans forcément se rendre compte de la quantité d'alcool absorbé et toutes les recettes marketing sont bonnes pour séduire les jeunes. Mallory Aounou, Yann Moine. La boule à facettes est multicolore, les boissons aussi. Du sucre, des arômes, des colorants rouges, verts, blancs, mais aussi de la bière, du vin ou de la vodka. C'est ce qu'on appelle les prémix, visiblement même les plus jeunes connaissent. Ça fait bien d'en boire et d'en avoir. On n'est pas non plus accro, mais franchement, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. On peut en boire 5 à la suite et ça nous change pas. Petite dizaine. Il y a 0,5% d'alcool. Puis on sait gérer, donc c'est bon. 5%. Ah oui. Elles n'ont que 14 ans. Un prémix de 25 centilitres équivaut à un verre de whisky ou 2 ballons de vin. Les fabricants d'alcool ne souhaitent pas s'exprimer sur le sujet, mais pour cette association de consommateurs, la stratégie est claire. Le tout est de faire passer, on va dire, rapidement les jeunes du soda, donc des boissons sucrées, du soda à l'alcool, de façon insidieuse, pour les rendre dépendants le plus tôt possible. Entre 2000 et 2003, le pourcentage de buveurs réguliers de 17 ans est passé de 16 à 21% chez les garçons, de 6 à 8% chez les filles. Une dépendance inquiétante. Du coup, il y a un an, une surtaxe sur les prémix est venue perturber leurs ventes, moins 40% en 6 mois. Mais les marques réinventent continuellement des recettes pour contourner la loi et surtout vont directement trouver les étudiants. Eux préparent une soirée. Je voulais savoir si vous établissiez des partenariats pour certaines boissons. Oui, sur les spiritueux, oui. Vous, les étudiants, vous avez des tarifs préférentiels. Oui. Ils nous attirent avec des offres promotionnelles, des offres d'animation, sachant qu'ils n'ont pas le droit de la publicitairement, donc c'est des moyens détournés. Théoriquement, tout parrainage visant à promouvoir la consommation d'alcool est illégal. Dans les faits, les fabricants n'ont jamais été inquiétés. D'autres séries quotidiennes sur le développement durable, France 2, vous le savez, s'associe à l'initiative du photographe Yann Arthus Bertrand dans les écoles. Comme chaque soir de cette semaine, une image de la Terre vue du ciel. Aujourd'hui, un champ en France, à Cognac. Commentaire de Philippe Desbrosses, spécialiste de l'agriculture biologique. Les pesticides et les nitrates dégradent 2 rivières sur 3. Tout ce que nous mettons dans l'environnement, tout le cocktail des poisons et des pesticides nous revient comme un boomerang dans notre assiette et sûrement affecte notre santé. C'est une question de bon sens. La nature ne nous a pas conçus pour avaler les poisons de l'industrie chimique. D'où l'agriculture biologique qui a de plus en plus de succès. Donc nous devons absolument revenir à une agriculture plus humaine qui préserve non seulement la santé en préservant la nature, mais qui préserve aussi nos ressources pour nous-mêmes et pour les générations futures. Séquence réalisée par Marie-Pierre Farkas et Jean-Sébastien Desbordes. La mode, dernier défilé de haute couture pour l'été 2006 avec notamment Chanel et on en prend encore plein les yeux. Un savant mélange de classicisme et de féerie. Estelle Collin, Mathieu Drejoux. Sous la coupole du Grand Palais, une démonstration de puissance, de créativité et de luxe. Le nectar d'un des couturiers les plus prolifiques du monde. Depuis 23 ans, Karl Lagerfeld jongle avec les codes de la maison, le noir, le blanc, le tweed, le camélia et les perles. Sans jamais lasser, l'homme a forcément un secret. Je ne fais pas de marketing. Je fais du marketing intuitif, j'essaie de tomber juste, mais pas trop, parce que moi je ne m'intéresse pas à ce qu'on a fait, mais ce qu'on va faire. Chez Jean-Paul Gaultier, pas un défilé sans sa brochette de stars. Madonna en personne venue faire son shopping pour sa prochaine tournée. Sous ses yeux émerveillés, plissés, feuilletés, drapés, toute la Grèce antique, le meilleur d'un couturier qui fête ses 30 ans de mode cette année. Ma vie c'est ça, alors donc je suis très heureux comme ça.
Des robes et des paillettes, à croire que les vedettes du showbiz ont depuis quelque temps remplacé les riches clientes de jadis en haute couture. Les 250 ans de la naissance de Mozart, c'est demain, jour pour jour, que l'anniversaire sera célébré à Salzbourg, en Autriche. Mais cela fait longtemps que la Mozart Mania a saisi sa ville natale. Michel Monpontet et Philippe Luzzi sur place. Quand à Salzbourg on parle de lui, on utilise plutôt les mots d'habitude réservés à la religion, comme miracle, divinité. Mais à Salzbourg, autour des lieux du culte mozartien, il y a surtout les marchands du temple. Pour eux, Mozart est un produit, une image qui fait vendre. Mais pour les musiciens du Mahler Chamber Orchestra, c'est tout le contraire. Mozart est un peu comme un souvenir de famille remontant à l'enfance. Robin, le premier souvenir de Mozart, en tant qu'auditeur, en tant que musicien, j'en sais rien. Quand j'étais tout petit, je pense que c'était un disque à la maison. Ça vous dit quelque chose? Non. Mais alors que les clarinettistes sont heureux, les altistes, eux, ont d'autres grilles. Moi, ça me manque un vrai concerto pour alto de Mozart. C'est vraiment dommage, mais... Il aurait pu. il aurait dû. Mais non, Mozart n'a pas écrit de concerto pour alto, alors du fond de l'orchestre, Delphine accompagne le grand piano d'Amadeus. À 2 pas de là, encore une autre manière d'écouter Mozart, le théâtre des marionnettes de Salzbourg. Tenu par quelques fils, le monde des opéras de Mozart et ses héros. La flûte enchantée tous les jours depuis 100 ans. Ici à Salzbourg, visiblement tout lasse, tout passe, sauf Mozart. Un exploit est sans doute en cours sur l'un des plus hauts sommets du monde. L'alpiniste français Jean-Christophe Lafaille va tenter une première hivernale, l'ascension du mont Makalu, 8481 mètres très exactement au-dessus du niveau de la mer. Benoît Gadret, Olivier Jacquelin. Bon, maintenant on va grimper. Grimper en direction du Makalu, un sommet haut de 8481 mètres, situé à l'est de l'Everest. Une ascension exceptionnelle sans précédent dans ces conditions, car réalisée en hiver, en solitaire et sans oxygène. Depuis 1 mois et demi, Jean-Christophe Lafaille tente de s'acclimater, mais il est gêné par le vent, qui ici peut atteindre 200 km/h. Je monte au Makalu là, je peux pas rester. Il y a trop de vent. Je suis dégoûté. À Valorcine, près de Chamonix, Katia Lafaille suit l'ascension en permanence. Avec son mari, elle a préparé cette expédition pendant 1 an. C'est un gros challenge parce que les plus grands ont essayé de tenter ce sommet-là en hiver. Les plus grands himalayistes, et ils n'ont pas réussi. De la météo dépend la réussite du projet. Cet après-midi, le routeur de Jean-Christophe Lafaille a donné le feu vert pour l'ascension finale. Joint par téléphone satellite, l'alpiniste semble prêt pour cet ultime effort. J'ai essayé de ne pas me stresser. Et puis, j'ai essayé d'y aller cool. Au niveau de l'altitude, ça va? T'as pas mal à la tête? C'est bon? Non, rien. Très bien. J'avais un peu moins d'appétit qu'à 6009, mais c'est normal. À 7600 mètres d'altitude, l'homme est d'une lucidité étonnante. Dans la nuit, Jean-Christophe Lafaille devrait s'engager. S'il réussit, ce sera son 12e sommet de plus de 8000 mètres. Tennis, Amélie Mauresmo retrouve les sommets. Elle disputera la finale des internationaux d'Australie après sa victoire sur abandon face à Kim Clijsters. Julien Benedetto, Frédéric Delarue. Le sourire discret cache un immense bonheur. Amélie Mauresmo dissimule sa joie car c'est un coup du sort qui l'a envoyée en finale. Les deux joueuses sont à égalité dans le 3e set quand Kim Clijsters se tord le pied droit. Entorse de la cheville, la Belge jette l'éponge. Comme en 1999, Mauresmo est en finale de l'Open d'Australie. Une victoire tronquée, mais méritée selon elle. J'en profite quand même, c'est comme ça, j'ai joué de malchance beaucoup de fois et bon voilà, pour une fois c'est à mon tour.
Avant ce coup de pouce du destin, Mauresmo semblait avoir pris le dessus sur la toute nouvelle numéro 1 mondiale. Avec ce tennis offensif qu'elle devra jouer en finale contre une autre Belge, Justine Henin. Partout à Tis, les dieux du tennis sont avec Marcos Baghdatis. Porté par ses supporters, le Chypriote 20 ans et 54e mondial a encore réalisé un exploit. Ce matin, il s'est qualifié pour la finale après avoir remonté 2 sets de retard face à l'Argentin Nalbandian. Baghdatis vit en France depuis l'âge de 13 ans, son entraîneur est français. Mais aujourd'hui, c'est bien Chypre qui est fier de son nouveau héros. Et la finale dames, notez-le, sera retransmise par France 2 samedi à partir de 3 h du matin. Il faudra se lever un peu tôt. Avant de refermer ce journal, un détour par le plateau de À vous de juger. Bonsoir Arlette Chabot, ce soir en direct, un débat qui divise, un débat qui passionne depuis plusieurs semaines. La France doit-elle avoir honte de son passé colonial? Oui, vous savez qu'en ce moment, on l'a bien compris, la France est un petit peu mal à l'aise avec son histoire. Vous l'annonciez vous-même hier dans le journal de 20 h. Le président de la République a décidé de demander la suppression d'un article de loi qui obligeait justement dans les manuels scolaires d'enseigner les aspects positifs de la colonisation. C'était une polémique qui avait été lancée il y a plusieurs mois. Bref, effectivement, aujourd'hui, la France doit-elle avoir honte de son passé, de son histoire? Doit-elle demander pardon, faire œuvre de repentance à un moment où, on l'a vu, avec la crise des banlieues, beaucoup chez nous s'interrogent sur leur identité. Alors, qu'est-ce qu'être français aujourd'hui dans une France black, blanc, beurre? Comment vivre ensemble? C'est le thème de l'émission, avec pour invités Bertrand Delanoë, François Barouin, Philippe de Villiers, Roger Hanin, Stéphane Poquelin, entre autres évidemment. Et c'est tout de suite. Merci Arlette et à tout à l'heure. On vous retrouve donc juste après la météo de Nathalie Riouet. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi. À minuit et demi, le dernier journal Jean-Claude Renaud. Dès 6 h 30, Télématin spécial Mozart autour de William Lémergie. À 13 h, Élise Lucet. À 20 h et tout le week-end, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. On se quitte sur ces images d'une toute nouvelle discipline, la luge à voile. C'est le mariage de la mer et de la montagne. Le skieur est tracté par le vent. Et ce sont des spécialistes qui ont testé ces nouveaux engins. Les meilleurs skippers français, c'était à Avoria. À lundi, dans un instant, donc à vous de juger.